La TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir nombreux au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le soutien aux entreprises en cette période de crise sanitaire est une nécessité et l'Agence nationale de promotion de garantie de financement des PME-PMI va aider les entreprises grâce à un partenariat avec le Conseil national du patronat. À découvrir dans cette édition. Et puis, l'entrepreneuriat féminin sera valorisé. C'est l'objectif du diagnostic posé par une étude réalisée grâce au Paillège SP. À découvrir également dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Et nous ouvrons cette édition par ce décret. Décret numéro 2020-067-PR portant nomination du préfet de Tchamba. Le président de la République. Le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Monsieur Issaka Lagebande, titulaire d'un diplôme d'études approfondies en géographie, est nommé préfet de Tchamba. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 3. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé le 27 août 2020. Le président de la République, Faure Eswazimna Gnazingbe. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Dibori Tiegan, a accordé 2 audiences ce jeudi. La première à la chef de la délégation de l'Union européenne au Togo, Christina Martine Barrera, en fin de mission dans notre pays. Et la seconde au nouvel ambassadeur du Gabon au Togo, Saïd Abeloko. Nous les écoutons au sortir de leurs audiences au micro de Robert Botobé. Je suis venue faire mes au revoir à Madame la Présidente et on a discuté un peu le bilan de ce que nous avons fait ensemble et depuis l'élection de Madame la Présidente au poste, on avait immédiatement discuté de la collaboration qu'on voulait avoir entre l'Union européenne, la délégation de l'Union européenne ici au Togo et l'Assemblée nationale. Et je crois qu'on a développé de bonnes relations et je voulais rassurer Madame la Présidente que je suis sûre que mon successeur suivra le même chemin et que ces relations seront encore plus intensifiées. J'ai que de bons souvenirs du Togo. C'est un pays qui m'a très bien accueilli. Le peuple togolais est très accueillant et j'ai passé de très bons moments ici. Mais ce que je retiens surtout, c'est du côté professionnel. Je pense que nous avons pu avoir avec le Togo des excellentes relations et que ça a beaucoup facilité mon travail et je crois que ça a aussi aidé le peuple togolais. J'ai déjà eu l'occasion de dire que je pense que les autorités togolaises sont en train de mener une lutte contre cette pandémie d'une façon exemplaire. Depuis le début, l'Union européenne a été aux côtés des autorités avec l'appui qui a été demandé. Ça, c'était l'exemple de ce que l'Union européenne peut faire et comment on peut s'adapter quand il y a des crises, des besoins urgents de nos partenaires. Je crois que ça a été un très bon exemple de collaboration, mais l'apport de l'Union européenne accompagne les efforts des autorités togolaises, mais je pense qu'il faut être très attentif à cette maladie. C'est pas fini. On ne sait même pas comment ça va évoluer. Les conséquences au niveau de l'économie sont très importantes et tout ça sont des défis qui doivent être relevés en même temps par les autorités, le gouvernement, mais aussi par la population qui doit être très attentif pour ne pas se mettre elle-même en risque et ne pas mettre en risque toute l'économie du pays.
Pour nous, je crois qu'on a passé par des moments importants de réforme constitutionnelle, et ça au Togo. Et c'était important pour nous de pouvoir être dans les discussions, être plus proche des gens qui travaillent, les députés, les gens qui travaillent directement sur le dossier. Et comme je le dis souvent, je crois que pour bien travailler, on doit être en contact direct avec les acteurs. Je suis venu présenter mes civilités à l'Assemblée nationale, donc à Madame la Présidente, pour ma première mission ici au Togo. En qualité de nouvel ambassadeur en remplacement de mon prédécesseur, il était de bonnes procédures diplomatiques de présenter nos civilités à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Nous avons échangé sur de nombreux sujets. M'a expliqué Madame la Présidente de l'organisation de l'institution. En ce moment, d'accord, malgré le fait qu'il soit encore en intercession parlementaire, elle a eu déjà bousculé son calendrier pour recevoir l'ambassadeur du Gabon, que je suis. Nous avons donc évoqué la possibilité donc, de redynamiser les échanges entre les deux institutions, l'Assemblée nationale togolaise et l'Assemblée nationale du Gabon. Donc redynamiser ces échanges entre les parlements, les parlementaires également, en revoyant un peu le cadre organique du réseau africain des personnels des parlements. Donc cela aussi c'est un outil très important pour nos échanges sud-sud. Cette rencontre est un honneur pour nous, vient à la suite de la mission qu'a effectuée son Excellence Faure Issezomina Gnassingbé, le président de la République togolaise, à Libreville le 24 août. Donc cela nous a fait remarquer un peu la hauteur et l'importance des relations fraternelles et d'amitié qui existent déjà entre les deux chefs d'État. Donc c'est aussi notre mission de diplomates d'amener cette relation et cette fraternité au niveau des institutions des deux pays. Donc si nos institutions aussi pouvaient hausser le niveau des échanges et les mettre à peu près au niveau un peu de la fraternité des deux chefs d'État, ça mettra un peu un coup d'accélérateur aux relations qui lient nos deux pays. Aussi, nous avons dans la mission qui m'a été donnée par le président de la République à Ali Bongo Ondimba, qui est de redynamiser la coopération. Aussi, ça passera par la révision du cadre de coopération qui existe en ce moment. Redynamiser nos accords pour que les relations économiques soient beaucoup plus développées et la circulation aussi de nos populations entre les deux États soit beaucoup plus régulière. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises et industries, PME-PMI, apporte une bouffée d'oxygène aux entrepreneurs togolais en cette période de crise sanitaire au Covid-19. L'institution vient de signer un protocole de coopération avec le Conseil national du patronat du Togo. Les clauses dans ce reportage de Sonia Aminiko. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI et le Conseil national du patronat du Togo se mettent en synergie pour une meilleure éclosion des entreprises au Togo. À travers la signature de ce protocole de coopération, les deux structures s'engagent à promouvoir davantage les entreprises togolaises. Les entreprises du Togo sont en train de chercher tous les moyens afin de relancer notre économie. Vous savez tout le mal que nous a fait le Covid, mais nous n'allons pas rester à terre parce qu'on est tombé, mais nous devons nous relever. Hier, c'était le protocole d'accord que nous avions signé entre le gouvernement, le patronat et la BOA. Aujourd'hui, c'est le protocole d'accord entre le patronat et l'ANPGF. Demain, ce sera d'autres structures. Et vous comprenez que nous nous battons fortement pour les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries qui constituent 80% de la force de notre économie. Donc nous devons chercher
à les aider, nous devons chercher à les relancer pour que notre économie reprenne. Face aux problèmes auxquels sont confrontés les entrepreneurs, ils urgent donc une synergie d'action de tous les acteurs de l'écosystème. La NPJF se veut donc une structure de premier rang pour appuyer les promoteurs d'entreprises, les PME, PMI, les groupements aux côtés d'autres structures, à l'instar du CNP Togo. Alors que les entreprises vont au niveau des institutions financières pour avoir un financement, notamment les startups qui viennent de commencer. Et pourquoi les institutions financières n'ont pas toujours confiance en elles. Donc on leur demande par exemple des garanties qu'elles n'ont pas. Elles peuvent dans ce cas même venir voir la NPJF et la NPJF se substitue à ces porteurs de projets-là pour apporter la garantie à l'institution financière qui met en place le financement. La garantie de la NPJF couvre 50% maximum du financement sollicité par la NPJF. En fait, nous apportons des appuis financiers et des appuis techniques aux promoteurs de notre pays. Par cette convention, la NPJF et le CNP Togo envisagent de tisser un partenariat gagnant-gagnant. Un partenariat au service de la population pour répondre à un vœu du gouvernement, aider les entreprises à accéder au crédit à des conditions favorables à l'épanouissement de leurs activités. Et parlons toujours de l'épanouissement des entrepreneurs, le télépaiement et la télédéclaration des impôts et taxes sont des innovations introduites par l'Office togolais des recettes OTR. Il simplifie les produits et présente des avantages certains aux opérateurs économiques du pays. Quels sont ces différents avantages? Augustin Kossi nous les fait découvrir dans ce dossier. Le paiement et la déclaration des impôts et taxes en ligne, chose désormais possible au Togo. On parle de télédéclaration et du télépaiement des impôts et taxes. Des innovations qui revêtent d'énormes avantages pour les opérateurs économiques, notamment en gain de temps et de la sécurité des opérations. Les avantages pour l'opérateur économique sont énormes, au-delà du gain de temps et puis de la sécurité des sous que l'opérateur devait transporter pour venir payer. Il y a le fait que l'opérateur ne va plus encore garder de l'argent dans ses caisses. Comme j'avais dit tantôt, nos économies, les entreprises sont trop liquides. Aujourd'hui, elles sont obligées maintenant de gérer avec les banques. Et quand on gère avec les banques, il y a aussi des avantages parce que lorsque la banque voit le niveau de vos dépôts, il est facile pour vous aussi de solliciter des prêts pour pouvoir développer vos affaires. Donc c'est une façon d'obliger les entreprises à aller vers la bancarisation de leurs affaires au lieu d'être dans une situation de caisse. Donc ce sont des avantages vraiment notoires. En dehors de ces avantages, le télépaiement reste une garantie de la sécurité des ressources financières des opérateurs économiques. Les entreprises arrivent aussi à sécuriser leurs ressources financières. Les banques partenaires, toutes les banques sont des partenaires de l'Office togolais des recettes. Aujourd'hui, nous avons certaines banques qui sont prêtes. Vous savez, pour faire le télépaiement, il faut s'y préparer. Il faut avoir une plateforme qui doit se mettre en lien avec la plateforme de l'Office togolais des recettes pour procéder au télépaiement. Donc, je peux citer comme exemple l'UTB, l'Union togolaise de banque, la TCI, la BIA, l'Ecobank et l'Orabank, qui sont déjà très engagés. C'est quelques-unes des entreprises qui sont des bancaires qui sont déjà engagés dans le processus. Mais c'est ouvert, ça n'est pas rétréci. C'est très ouvert. C'est l'occasion pour nous d'inviter toutes les banques de se mettre au pas. Parce que l'ambition de l'Office togolais des recettes, c'est de faire bénéficier toutes ces banques des avantages liés au télépaiement. Bien d'autres réformes sont introduites dans l'administration fiscale et douanière au Togo. Le travail 24/24, le système de marquage des produits pour la sécurité des consommateurs et la lutte contre les contrefaçons, entre autres. Et dans sa mission d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans le secteur porteur, le PAEGSP a recruté un groupement pour appuyer l'entrepreneuriat féminin et assurer l'insertion massive des femmes dans les chaînes de valeur. Et le groupement a donc réalisé des diagnostics sur les mécanismes et structures d'accompagnement de la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Dodo Harry nous en dit plus.
Plus de 10 000 femmes sont accompagnées en entrepreneuriat par le Paillège SP, projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. Le projet veut d'ici 2021 atteindre 40% de femmes et améliorer le taux d'insertion de celles-ci dans les chaînes de valeur. Un diagnostic a été établi dans les 5 régions du pays. Les résultats sont ici analysés avant leur validation. Sur le terrain, l'ONG CASAD VR et le groupement d'ONG CASAD VR et REDS ont fait un travail pour pouvoir identifier les actions idoines à mener pour accompagner les 10 000 femmes entrepreneurs que le PAEGSP a aujourd'hui dans les chaînes de valeur. En dehors de la validation, les acteurs institutionnels qui sont dans l'accompagnement de l'entrepreneuriat au Togo, particulièrement l'entrepreneuriat féminin, sont là également pour aider à faire un diagnostic de la prise en compte de l'entrepreneuriat féminin de manière générale et aider à mettre en place des outils d'accompagnement spécifiques aux femmes qui sont dans les chaînes de valeur promis par le PAEG. Les actions prioritaires à mener sont identifiées dans cette enquête et les outils d'accompagnement spécifiques des femmes vont être évalués. Les actions prioritaires, c'est de mettre en place un système rationnel, une stratégie, faire l'appui accompagnement spécifique des femmes parce que nous nous sommes rendus compte à partir de l'étude que les femmes ont des besoins spécifiques et donc l'accompagnement sera ciblé et spécifique en fonction de leurs besoins. Nous aurons à réaliser l'Académie des jeunes femmes entrepreneurs pour permettre aux jeunes femmes qui sont prestataires de services de pouvoir améliorer leur approche d'appui à leurs sœurs qui sont sur les volets production et transformation. L'enquête cible les petites et moyennes entreprises des femmes, les micro-entreprises des femmes, les coopératives et les institutions de microfinance. Elle prend en compte les difficultés auxquelles font face ces femmes entrepreneurs pour réorienter les actions et atteindre une croissance économique plus inclusive telle que voulue par le Paillège SP. L'Agence nationale de gestion de l'environnement ANGE s'est dotée de nouveaux équipements pour être plus efficace sur le terrain. Mais avant, les agents de cette agence se forment sur l'utilisation efficace de ces équipements de prélèvement et d'analyse chimique. Le compte rendu avec Edwige Atakwabasabi et Carmen Maji Akapo. Ces analyses chimiques permettent de déterminer la qualité de l'eau que contient ce bocal, sa teneur en sel, sa coloration et les éléments qu'elle contient. L'Agence nationale de gestion de l'environnement ANGE Togo peut désormais faire toutes ces expériences pour le bien des populations. Et c'est grâce à ces équipements de dernière génération que vient de lui offrir l'Agence de promotion et de développement des agropoles au Togo, APRODAT. C'est des équipements qui vont servir au suivi de la qualité de l'environnement en ce qui concerne certains éléments qui sont des éléments polluants que souvent on incrimine en allant dans l'eau comme dans le sol et au niveau de l'air. On prend un cas simple, les gens font les forages, ils ne savent même pas ce qu'ils boivent. En temps réel, lorsque vous réalisez un forage, vous-même vous devez faire les analyses. Donc ça veut dire que c'est un plus, maintenant c'est donné à toute la population de pouvoir au moins approcher l'Agence nationale de gestion de l'environnement pour avoir une idée sur la qualité de l'eau. Le personnel de l'ANGE apprend ici à mieux utiliser ses équipements. Il pourra, grâce à cette formation, opérer les échantillonnages des éléments environnementaux tels que l'eau, l'air et le sol. Un certain nombre de formateurs qui a été identifié dans le domaine, qui vont dérouler pendant 5 jours une série de 5 modules qui permettra de mettre à disposition des données d'information à tous les acteurs, à la population, aux décideurs, pour pouvoir être informés des mutations que notre environnement subit, pour pouvoir prendre des décisions idoines. Ces nouveaux équipements vont permettre à l'Agence nationale de gestion de l'environnement de suivre et de mieux contrôler les activités des agropoles au niveau de l'APRODAT, Agence de promotion et de développement des agropoles au Togo.
La réduction des risques de catastrophes est devenue au fil du temps une préoccupation mondiale et nationale en raison non seulement de leur récurrence mais surtout de l'impact que ces catastrophes peuvent avoir sur les pays. Face à la situation, le Togo a élaboré un guide pratique de gestion des risques, catastrophes et menaces. C'est un outil de travail qui met à contribution les autorités locales et autres acteurs intervenant sur la question. Les précisions avec Sonia Aminiko. Les élus locaux du Togo mis à contribution dans la prévention et gestion des risques et catastrophes. Ici à Pélé, ils prennent connaissance du guide pratique de gestion des catastrophes et des risques. Un outil de travail pour désormais leur permettre de répondre efficacement aux situations d'urgence dans leurs localités respectives. Le guide permet de prendre les actions avant la survenue des situations d'urgence, pendant les situations d'urgence et après les situations d'urgence. Donc tout est écrit dans ce guide et il fallait une validation au plan national de 5-6 jusqu'à Lomé. Tous les acteurs qui interviennent, que ce soit les maires, les préfets, sont invités pour pouvoir valider ce document. Depuis quelques années, le Togo, tout comme d'autres pays du monde, est confronté à des risques de catastrophes et de menaces qui impactent négativement la vie et les moyens de subsistance des populations. D'où la nécessité pour le pays de disposer de ce document afin de mieux appréhender les cas de situation d'urgence. Le gouvernement accorde un intérêt particulier à la thématique de réduction des risques de catastrophes à travers sa prise en compte dans les politiques et programmes de développement au plan national. C'est l'occasion pour moi de témoigner toute ma profonde gratitude à son Excellence M. Faure Eswazimana Gnassingbé, président de la République, pour son engagement personnel et tous les efforts constamment consentis pour accroître la résilience de nos populations de plus en plus exposées aux conséquences dramatiques des catastrophes, aggravées par les effets des changements climatiques. Pour une gestion efficace des situations d'urgence, il est nécessaire de clarifier les rôles et responsabilités des acteurs intervenants dans le cycle de gestion des catastrophes et menaces. Dans le contexte actuel de la décentralisation, les autorités locales ont de plus en plus un rôle de premier plan à jouer parmi les acteurs y intervenants. Dans cette logique de décentralisation, la capacité des autorités locales à mieux prévenir et gérer localement les situations d'urgence, de catastrophes et de menaces devient un impératif et contribuera à réduire la vulnérabilité des populations exposées. L'aboutissement de ce guide doit permettre aux uns et aux autres de parler le même langage dans le domaine de la prévention et de la gestion des risques de catastrophes et menaces au Togo. Je vous exhorte donc, au cours de ces jours de travaux, à un partage d'expérience, de savoir et de savoir-faire pour enrichir le document qui vous est soumis pour validation, afin que son utilisation permette aux populations de nos contrées de mieux faire face aux situations d'urgence. Ce document, premier du genre, constitue une fiche de synthèse aux élus locaux et autres acteurs intervenant dans les situations d'urgence, notamment la prévention, la préparation, la gestion et la réponse face aux situations d'urgence au Togo. Les fonctionnaires internationaux du Togo disposent désormais d'un espace commun pour discuter et apporter leur savoir-faire au développement du pays. Ils ont mis sur pied une association et c'était au cours d'une assemblée générale constitutive tenue par visioconférence. Augustin Kossi nous en dit plus. Ils sont togolais et exercent dans diverses organisations ou institutions à travers le monde. Réunis au sein de l'Association des fonctionnaires internationaux du Togo, ils ont mis en place un bureau exécutif, une instance dirigeante composée de 7 membres. À sa tête, Agathe Kouméalotelou, fonctionnaire des Nations Unies basée à Dakar. La mise sur pied de cette association est motivée, cultiver l'esprit de fraternité et de solidarité entre les fonctionnaires internationaux togolais et œuvrer à leur meilleure intégration dans les organisations et institutions internationales. Comment le faire? D'abord, aller faire des démarches légales pour pouvoir enregistrer l'association, qu'elle soit reconnue.
La deuxième chose qu'on pourrait faire, c'est d'approcher un peu le ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, et expliquer qu'on a mis en place AFIT et que AFIT pourrait valablement participer au développement et à l'adoption d'une politique pour promouvoir plus de Togolais dans les organisations internationales. On est un peu partout dans le monde. On va essayer de mettre en place les sections géographiques et les sections institutionnelles. Les sections géographiques pourront vraiment permettre qu'on puisse créer ce climat de solidarité. Et maintenant, les sections institutionnelles pourront nous permettre de voir dans quelle mesure déterminer ou définir une stratégie d'intégration ou d'insertion de plus de Togolais au sein des organisations internationales. Pour créer ce climat de solidarité, l'association a son moyen d'action, le réseautage, la formation et l'information, de même que des plaidoyers. On va ouvrir une boîte à outils et à idées pour permettre que les membres puissent dire exactement ce qu'ils veulent et donc ça pourra permettre d'avancer. Donc nous allons continuer l'enrôlement et nous allons mettre en place une base de données des Togolais travaillant au sein des organisations et institutions internationales et en même temps faire une cartographie des fonctionnaires internationaux. 70 fonctionnaires internationaux togolais ont pris part à cette assemblée constitutive par visioconférence. Le tout premier bureau exécutif a un mandat de 2 ans renouvelable une seule fois. Face à la flambée de la pandémie de Covid-19 dans certaines préfectures, notamment Tchaoudjo-Tchamba et Soutoubois, et ces préfectures sont donc sous couvre-feu depuis le 25 août dernier. Et à ce côté, les populations se prononcent sur la question. Elles sont au micro de Désiré Aloy. Le couvre-feu est ramené à 18h30 et je pense que c'est une bonne chose. Et c'est pour protéger la population que le gouvernement a pris cette décision. Il y a trop de cas à Sokodé et donc je pense que c'est une bonne mesure. J'invite chacun de nous, surtout la jeunesse, à vraiment se protéger, respecter les mesures barrières, laver la main et puis ne pas oublier son cache-nez. Hier seulement c'était à 21h30, mais dans les 24 heures c'est revenu à 18h30, ce qui veut dire que c'est très serré et nous-mêmes nous devons être conscients et respecter les consignes données. On fait ça pour nous. On évite que la pandémie soit trop propagée parce qu'on voit que l'effectif est trop grand. Donc je pense que si nous-mêmes on est conscient et on respecte ce qu'on nous demande, je pense que d'ici quelques semaines, ça va commencer par réduire. Un jour, on va nous dire que Sokodé a zéro. Le cas de contamination après la Tabaski a flambé. Le couvre-feu qui est revenu à 18h30, c'est à notre avantage. Parce qu'on est en situation de guerre sanitaire et je crois que l'instinct de conservation oblige chacun d'entre nous à respecter les mesures barrières et faire respecter les mesures barrières afin que ce monstre de coronavirus, qu'on puisse aider le gouvernement à vraiment l'éradiquer et que nous puissions retourner à la vie normale. Donc j'exhorte ceux qui disent jusqu'à présent à Sokoré ici que le coronavirus est une invention de prendre conscience et de changer de comportement afin que nous puissions vaincre la maladie, la pandémie et retrouver la vie normale. C'est une très bonne décision. Le gouvernement a bien fait de nous instaurer le couvre-feu pour ne pas contaminer les autres. Je suis couturière, je suis entrée dans l'aide à mon atelier. Si sans cache-nez, tu ne rentres pas chez moi. Donc, moi, je vois que c'est bon de porter cache-nez à tout moment. Tout ce qu'on nous recommande, c'est à nous-mêmes de prendre ça à deux mains pour que ça puisse marcher. Puisque avoir les cas qui se passent maintenant, à ce côté, ça ne va pas. Il y a certains qui, jusqu'alors, croient que c'est de la pagaille, alors que ce n'est pas ça. On doit encore intensifier les sensibilisations, aller même à porte. À mon niveau, je vois que c'est une bonne chose parce que ça va éviter à ce que le virus se répande trop dans notre pays et surtout à ce côté. Donc je tiens à remercier vraiment le gouvernement pour ce qu'il fait pour notre pays. Donc je demanderai à tout le monde de respecter les mesures. On doit éviter les regroupements. Surtout les mariages. On doit éviter tout ça là. Par rapport à ce couvre-feu, ça touche bien sûr l'économie. Mais face à ça,
Bon, ce que nous allons faire, nous allons renforcer les mesures barrières. Ça prouve que le gouvernement est en train de lutter contre la pandémie Covid-19 là. La maladie est en train de s'aggraver. Mais avec le couvre-feu là, nous voyons que vraiment elle serait arrêtée bientôt. Moi, j'apprécie ça très bien. Moi, je vois que la décision a été très bonne, surtout à Sokodé ici. Et je vous donne la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo à ce jour du jeudi 27 août 2020. Le nombre de cas confirmés est de 1341, 15 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 968, 27 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 346 et le nombre de décès est de 27. Un communiqué signé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Mijiao. Je vous redonne une fois encore lecture de ce décret. Décret numéro 2020-067-PR portant nomination du préfet de Tchamba. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Monsieur Issaka Laguebandé, titulaire d'un diplôme d'études approfondies en géographie, est nommé préfet de Tchamba. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 3. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé le 27 août 2020, le président de la République, Faure Essozimna Nyazingbe. Et nous ouvrons à présent la page des sports de ce jeudi. Nous retrouvons Jean Kofi Lady après quelques semaines d'absence. Jean, bonsoir. Bonsoir Lita. Et Jean, ce soir, nous allons revisiter un peu l'histoire pour parler du premier médaillé olympique du Togo. Oui, Alita, il s'agit donc de Benjamin Koudjo Boukpeti, le premier médaillé olympique du Togo, avait décroché sa médaille à Pékin en 2018, le 12 août plus précisément. Il avait compéti en canoë-kayak. Le médaillé de bronze raconte sa compétition. Benjamin Boukpeti. Parfois on m'appelle Koudjo. Koudjo, c'est mon prénom kabylie qui m'a été donné par mon père et qui veut dire le cadeau. Athlète de haut niveau en kayak slalom. Première médaille olympique que j'ai rapportée pour le pays de mon père, donc le Togo. C'est vrai qu'il m'arrive parfois de me demander si j'ai bien déjà réussi à remporter une médaille olympique. Et oui, Benjamin, c'était le 12 août 2008. Une date qui restera à jamais gravée dans les annales du sport togolais. Ce jour-là, défiant les plus grandes nations de canoë-kayak, Benjamin Koudjo Boukpeti offre un beau cadeau au Togo en devenant son tout premier médaillé olympique. Et pourtant, la compétition avait très mal commencé pour lui. Après la première manche de qualification, et en fait, je suis très bien parti pour ne même pas aller en demi-finale. Donc je me retrouve en pleurs après la première manche. Je me dis que 4 ans de préparation, c'est déjà presque fini. Je suis passé complètement à côté. Et c'est juste horrible. Je me revois, j'ai mon frère dans les tribunes, ma mère dans les tribunes. Et là, en fait, ce qui va se passer derrière, c'est que je fais une deuxième manche qui est juste extraordinaire. Je fais le meilleur temps de la deuxième manche. Et à ce moment-là, je me dis, mais là, vraiment, il y a un truc à faire. Donc voilà, j'arrive le matin des demi-finales finales des Jeux Olympiques de Pékin et je découvre dans mes affaires mon coach qui m'a laissé un mot sur le mur et qui dit une phrase de Mohamed Ali qui dit Don't count the day, make the day count. Et là vraiment je me dis voilà, ce soir, aujourd'hui, je dois faire en sorte que cette journée ce soit une journée particulière. Donc là je fais une première manche et donc il y a la demi-finale qui est juste folle parce que je me retrouve premier. Je pense que c'est une des premières fois de ma carrière où réellement je suis en tête, leader. Et là on est aux Jeux Olympiques, il y a des caméras sur nous, c'est juste à peu près le seul scénario que j'avais pas envisagé. Et j'arrive au départ de la finale, bien posé, serein, déterminé. Je me dis que ça va le faire. Moi je suis le dernier à partir.
de la finale. Le stade, il est plein à craquer, c'est chaud bouillant. Il y a un Allemand qui vient de faire une finale de dingue. Là, je me dis, mais là, je sais plus quoi faire. Donc, on a 3 secondes du départ. Je pars. J'ai l'impression que je sais plus pagayer. Je pars à fond. Je fais les 5-6 premières portes, c'est n'importe quoi. J'avance pas. Je suis complètement à côté de la plaque. Et là, je me dis, non, mais là, si tu continues comme ça, c'est mort. Et je revois, je pense, cette image de la veille où, en fait, je revis, je pense même sans m'en rendre compte, en accéléré ce qui s'est joué la veille. Et là, je sais pas vraiment ce qui se passe. Je repars en mode à fond. Et là, je pars à bloc, mais là, vraiment sur les appuis, en posture, j'attaque tout. J'ai une figure au milieu, j'affectionne particulièrement, mais quand je la revois en vidéo, je me dis, mais c'est fou, là, je vole, cette figure, je l'adore depuis que je suis gamin. Et là, la finale olympique, et je sors ça, c'est d'anthologie, j'adore ça. Je regarde le panneau d'arrivée, je vois que ça a l'air bon, je suis pas sûr de mon coup, je re-regarde le panneau d'arrivée, et là, je vois que je suis 3e. Et là, là, j'explose, c'est extraordinaire. Et là, je me vois partir sur le protocole du podium. Et du coup, je revois ma mère dans les tribunes. Mais sauf qu'à ce moment-là, c'est un inverse de la veille. C'est que la veille, je me suis dit, vous êtes venus et j'ai tout foiré. Et là, aujourd'hui, ah ouais, là, je l'ai fait. Une belle expérience, Jean. Et depuis 2008, Benjamin Boukpeti continue d'inspirer les jeunes pratiquants de la discipline. Effectivement, Anita, et c'est le cas de Claire Aïvon, la jeune compatriote sur les pas de Benjamin Boukpeti, et continue d'y croire. Claire, qualifiée pour les Jeux Olympiques Tokyo 2021 en aviron, se prépare pour faire comme son idole. Laurent Voumavon. Les Jeux Olympiques Tokyo 2021 approchent à grands pas. Une fête sportive mondiale qui verra la participation des athlètes venus de tous les coins du globe, les États membres du CIO. Parmi eux, le Togo, notre pays, aura à présenter des athlètes dans plusieurs disciplines, comme c'était le cas dans les éditions passées. Entre autres disciplines, aviron canoë, où le pays sera représenté par mademoiselle Claire Aïvon. Cette dernière, en stage en Allemagne après sa qualification en octobre dernier en Tunisie, est rentrée au pays à cause de la pandémie du coronavirus. À Lomé, Claire ne baisse pas les bras. Elle continue ses séances d'entraînement dans les règles de l'art. Une manière de maintenir sa forme. Mieux, de corriger encore ce qui peut l'être. Par rapport au voyage et à l'entraînement, et beaucoup de fois que j'ai fait, c'est un peu bon. Quand je vois les autres athlètes, ça me fait plaisir de continuer et de redoubler d'efforts encore. Les Blancs, eux, ils ont les matériels, ils sont équipés quoi. Ça, ils sont équipés, mais ici au Togo, il y a des matériels, mais ce n'est pas rapport aux autres, c'est un peu en dessous. Donc là-bas, il y a des entraîneurs de haut niveau et les athlètes aussi de haut niveau, ils s'entraînent du matin, soir. L'athlète, de par ses prestations, rassure, à en croire son coach. Ce qu'on peut améliorer, c'est toujours au niveau des souffles qu'on travaille de plus pour pouvoir être résistant. Parce que sur notre distance, c'est à 2 km. C'est à 2 km, donc c'est pour ça qu'on travaille sur la résistance, la manière dont je la vois, la manière dont elle est courageuse, elle travaille, elle va me rapporter de bonnes choses. Pour avoir représenté son pays dans des compétitions internationales, dont les Jeux africains de Gaborone au Botswana en 2014 et aux Jeux olympiques de Rio au Brésil en 2016, Claire Aïvon nourrit de grandes ambitions pour Tokyo 2021. Cette année, j'espère et je veux améliorer mes performances. C'est ça que je veux. Si c'est possible, je vais ramener la médaille pour le Togo. Vivement que Claire arrive à réaliser son rêve pour porter très haut les couleurs nationales togolaises. Ça va, ça a été? Et Jean, une dernière information. Oui, voilà, et convier nos très chers sportifs à la prochaine édition des sports sur la TVT. C'est samedi à partir de 13h45 dans Sport et Détente. Merci Jean et on se retrouve jeudi prochain à coup sûr donc pour d'autres actualités sportives. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Respectons les mesures barrières pour éviter le coronavirus au Togo. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.